Pour construire une maison, on ne commence jamais par le toit, hein. Non, bien sûr. On fait un plan, on pose des fondations solides, et cette image, toute simple, elle est vraiment au cœur du texte qu'on explore aujourd'hui. Tout à fait. On plonge dans un document du tout début du XXe siècle, publié en 1913. Ça s'appelle Les pierres de fondation du bonheur et du succès de James Allen. Un titre assez ambitieux. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il promet des principes intemporels pour réussir sa vie. Alors notre mission, c'est de voir ce qu'il y a derrière tout ça. C'est quoi ces fameuses pierres de fondation? Et surtout, est-ce que ça tient encore la route aujourd'hui? Ce qui est fascinant, et c'est vraiment la clé pour comprendre l'auteur, c'est que James Allen, ce n'était pas un théoricien. Ah non. Non, son épouse Lily l'explique très bien dans la préface. Il n'écrivait jamais sur des théories. Il écrivait des faits, des choses qu'il avait lui-même vécues, testées. D'accord, donc c'est du concret. C'est ça. On est moins dans un traité philosophique que dans un manuel d'instruction basé sur l'expérience. Et il structure sa pensée de façon très logique, presque mathématique. Et c'est cette structure qu'on va suivre, j'imagine? Exactement. On va commencer par les principes de base, puis on verra les méthodes qui en découlent, et enfin comment tout ça se traduit en action et en parole. J'aime bien cette idée de manuel. D'ailleurs, il insiste beaucoup sur la simplicité des bases. Il dit que les grands principes de vie sont aussi simples que les 10 chiffres qui permettent de tout calculer. Ou que les 26 lettres qui forment toute la littérature. Voilà. C'est une idée puissante, ça. La complexité qui naît de règles très simples. Et pour lui, il y en a 5. Alors, allons-y. C'est quoi la première pierre? La toute première, c'est le devoir. Duty en anglais. Le devoir. Ça sonne un peu austère. Oui, mais il faut tout de suite enlever l'image de la corvée. Pour Allen, le devoir, c'est s'occuper de ses propres affaires. Et point très important, ne pas se mêler de celles des autres. D'accord. C'est l'art de se concentrer à fond sur ce qu'on a à faire, ici, maintenant. Il a même une phrase assez piquante là-dessus. Ah oui? Il dit que celui qui passe son temps à dire aux autres comment gérer leurs affaires est souvent celui qui gère le plus mal les siennes. Attendez, cette idée de non-ingérence, ça me fait un peu tiquer. Ah? À notre époque, avec les réseaux sociaux où tout le monde donne son avis sur tout, est-ce que ce n'est pas en principe un peu daté? On pourrait presque voir ça comme de l'indifférence. C'est une excellente question. Et c'est là qu'il faut bien interpréter sa pensée. Je ne crois pas du tout qu'il prône l'indifférence. Alors, c'est quoi? En fait, il parle d'efficacité et de préserver son énergie mentale. Son idée, c'est que s'investir émotionnellement dans des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, c'est une perte sèche d'énergie. Il s'agit moins de ne pas se soucier des autres que de choisir où l'on peut vraiment avoir un impact. À commencer par sa propre vie. Voilà, c'est une sorte de discipline de l'attention. Vu comme ça, c'est tout de suite plus moderne. C'est presque du minimalisme mental. D'accord. Deuxième principe. L'honnêteté. Bon, ça semble plus simple. En apparence, oui. Mais pour lui, l'honnêteté, ce n'est pas juste ne pas mentir ou ne pas voler. C'est plus que ça. Beaucoup plus. C'est l'absence totale de tromperie, dans la parole, le geste et même le regard. Une sorte de transparence radicale. D'accord. Et il insiste, la bonne réputation, qui est le socle de toute entreprise qui dure, ce n'est que le reflet d'une intégrité intérieure. L'honnêteté, ce n'est pas une stratégie, c'est un état d'être. Ce qui nous amène logiquement au troisième principe, l'économie. J'imagine qu'on ne parle pas seulement d'argent. Exactement. L'argent, ce n'est que la partie visible. Pour Allen, la vraie économie, c'est la gestion de toutes nos ressources, notre énergie physique, notre force mentale. C'est-à-dire? Il dit explicitement d'éviter les habitudes qui nous épuisent, les excès en tout genre. Il parle des plaisirs sensuels qui drainent notre force. Ah, là, on sent bien qu'on est en 1913. Cette phrase sur les plaisirs sensuels, ça sonne un peu puritain, un peu victorien, non? Comment on pourrait traduire ça pour aujourd'hui, sans tomber dans une morale dépassée? C'est vrai, la formulation est d'époque. Mais si on gratte un peu le vernis, l'idée est incroyablement pertinente. Ah oui, Remplaçons plaisir sensuel qui draine notre force par scroller sur les réseaux jusqu'à 2 heures du matin. ou enchaîner les épisodes d'une série au lieu de dormir. Précisément, le principe est le même. Ce sont des activités qui donnent une satisfaction immédiate, mais qui prélèvent un lourd tribut sur notre énergie du lendemain. L'économie, selon Allen, c'est l'anti-burnout en fait. C'est prendre conscience que notre énergie est limitée. C'est la gestion de sa batterie personnelle, quoi. Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le quatrième principe, la libéralité ou la générosité, ça semble être l'opposé total de l'économie. Mais il les relie.
Et c'est le cœur de son raisonnement. C'est brillant. Il dit que seule la personne économe peut vraiment se permettre d'être généreuse. C'est contre-intuitif. Mais implacable. Si vous avez gaspillé votre argent en futilité, vous n'avez plus rien à donner. Si vous avez épuisé votre énergie, vous n'avez plus de patience, plus de bienveillance, plus d'écoute à offrir à vos proches. La vraie générosité, elle puise dans des réserves. Et ces réserves n'existent que si on les gère avec... Économie. Ça me parle énormément. On arrive au dernier principe qu'il présente comme le plus important de tous. Oui, la clé de voûte, la maîtrise de soi. D'accord. Pour lui, négliger ce principe, c'est la cause de la plupart des échecs et des drames. Il prend un exemple très visuel, celui de l'homme d'affaires qui s'emporte contre un client pour une broutille. Oui. Allen dit « Montrez-moi cet homme et je vous montre un homme qui court à la faillite ». Parce que cette perte de contrôle révèle une faiblesse qui finira par tout saper. Mais est-ce qu'il ne risque pas de prôner une sorte de refoulement? Parfois, la colère, c'est une émotion saine, une réaction juste. Est-ce qu'il fait la différence entre se maîtriser et tout garder pour soi jusqu'à l'implosion? C'est un bon point. Il ne détaille pas ça, mais l'esprit du texte va plutôt dans le sens de la régulation, pas de la suppression. D'accord. Il s'agit de ne pas être l'esclave de ses impulsions. La colère, c'est une information. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la laisse me dicter une action destructrice ou est-ce que je l'utilise comme carburant pour une action juste et réfléchie? La maîtrise de soi, c'est cet espace entre le stimulus et la réponse. D'accord. Donc on a nos 5 fondations: devoir, honnêteté, économie, libéralité et maîtrise de soi. C'est limpide, mais ça reste de grands concepts. Comment il propose de passer de l'idée à la pratique? Il donne un mode d'emploi? Absolument. Et c'est toute la deuxième partie, les méthodes saines. Il utilise une autre analogie très parlante. Laquelle? Il compare une vie sans méthode à un tas de bois en désordre. Il y a du potentiel, mais ça ne sert à rien. Une vie méthodique, c'est ce même bois assemblé en une machine efficace. La méthode, c'est ce qui transforme le potentiel en puissance. Et ça commence par quoi? Par le plus petit, le plus trivial. Il donne des exemples très concrets. Se lever, se coucher à heure régulière, prendre ses repas dans le calme, organiser son temps, s'accorder des moments de solitude pour réfléchir. On pourrait dire que ce sont des conseils de bon sens. Oui, mais il insiste sur les conséquences psychologiques profondes. En mettant de l'ordre dans les petites choses matérielles, on entraîne son esprit à fonctionner de manière ordonnée. Il dit « la discipline n'est que la méthode appliquée à l'esprit C'est l'ancêtre des Atomic Habits de James Clear, en fait. ». C'est exactement ça. C'est intéressant de voir ça comme un entraînement. On ne commence pas par essayer de contrôler ses pensées, on commence par faire son lit le matin. Et le but, c'est d'étendre ça à tout. Les paroles, les actions. Il promet carrément qu'on atteint la plus haute sagesse et le plus grand bonheur. Le programme est ambitieux. Très ambitieux. Mais on voit la logique, hein. Des principes justes, appliqués avec méthode, mènent forcément à des actions justes. C'est la troisième étape. D'accord. Et là, il donne une boussole très simple pour distinguer une action juste d'une action fausse. Une action fausse, dit-il, part d'une motivation égoïste, ignore les autres, et surtout, elle a besoin d'être cachée. Contrairement à une action juste, qui peut être faite au grand jour, sans honte. Exactement. Et de là, il tire une règle d'or d'une simplicité incroyable. Si vous sentez le besoin de cacher ce que vous faites, c'est le signal que cette action est mauvaise et qu'il faut l'abandonner. Tout de suite. C'est un filtre redoutablement efficace. C'est un test intérieur, en quelque sorte. Pas besoin d'une liste de règles, juste cette question. Est-ce que je serais à l'aise que tout le monde le sache? Et il va même plus loin sur un point qui fait réfléchir. Il dit que l'irréflexion est presque un crime. Il cite le fameux proverbe « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Oui, une bonne intention ne suffit pas. Une action n'est juste que si elle est le fruit d'une réflexion sur ses conséquences. Ce qui nous amène à la dernière pierre de l'édifice, qui est la conséquence de tout ça. La parole vraie. Et sur ce sujet, Allen est d'une virulence assez rare contre ce qu'il appelle la calomnie. La médisance. Oui, et il en décortique le mécanisme avec une précision chirurgicale. Pour lui, il y a deux coupables. Celui qui lance la rumeur, bien sûr, mais aussi celui qui l'écoute. Ah oui, c'est vrai. L'auditeur complaisant est co-responsable. Sans une oreille pour l'accueillir, la parole mauvaise meurt d'elle-même. Mais c'est la description exacte d'un bad buzz sur les réseaux sociaux. C'est frappant. Un malentendu, une phrase sortie de son contexte, quelqu'un qui réagit à chaud avec colère, et des milliers de gens qui partagent sans vérifier. Le mécanisme qu'il décrit en 1913, c'est Twitter en 2026, quoi.
C'est tout à fait ça. Il explique comment une personne qui se sent lésée va raconter sa version en exagérant, comment les autres vont répéter en déformant encore plus, créant un effet boule de neige destructeur basé sur presque rien au départ. Et quelle est sa conclusion? Sa conclusion est très forte. Il dit que la personne qui pratique la parole vraie et qui a en quelque sorte blindé son esprit contre la médisance devient invulnérable. Invulnérable. Dans un certain sens, sa réputation peut être attaquée, mais son caractère, son intégrité restent intacts. Et surtout, sa paix intérieure n'est pas perturbée, parce qu'il connaît la vérité de ses propres actions, il ne dépend plus du tribunal de l'opinion publique. Si on résume, on a une construction d'une clarté impressionnante. On part de 5 principes de base: devoir, honnêteté, économie, libéralité, maîtrise de soi. C'est ça. On les applique avec méthode dans les plus petites choses du quotidien. Et de cette discipline découlent naturellement des actions et des paroles justes. Au fond, son message c'est « arrêtez d'y penser, faites-le ». La connaissance ne sert à rien sans l'action. Et l'enjeu, pour lui, n'est pas juste d'être une bonne personne au sens moral. Quel est l'enjeu, alors? C'est de se construire une forteresse intérieure. Il écrit qu'en suivant ce chemin, on bâtit sa vie sur un roc que les vents de l'échec et les tempêtes de la persécution ne pourront jamais saper. C'est une quête de résilience, de paix et d'un succès qui ne dépend plus des circonstances. C'est une vision très puissante. Pour finir, il y a un petit poème au tout début du livre qui m'a interpellée. Il dit en gros « La bonté, la vertu et l'usage sage de nos pouvoirs sont tout le bonheur. Les autres formes de bonheur ne sont que des fantômes. » C'est une affirmation forte. Oui, et notre époque a tendance à séparer la quête du succès de celle de la vertu, comme si c'était deux chemins différents, parfois même opposés. La discussion qu'on vient d'avoir, ça laisse avec une question un peu vertigineuse. Laquelle? Et si Alan avait raison? Et si, pour être durablement heureux et réussir sa vie, le chemin le plus efficace, le plus pragmatique, était tout simplement de devenir une meilleure personne?